Malgré les vents violents et la pluie aveuglante, l'équipage d'un avion de passagers tente d'atterrir. Put it down! Put it down! Après un atterrissage terrifiant, les gens à bord luttent désespérément pour survivre. La seule chose qui m'importait, c'était de retrouver ma fille Emily pour la protéger de l'explosion. On savait tous que bien des passagers avaient dû rester coincés dans l'avion. Le mardi 2 août 2005, à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, 297 passagers montent à bord du vol 358 d'Air France à destination de Toronto. Bonjour. Far aisle, left-hand side. Philippe Lacaille voyage avec sa femme et 2 de ses 4 enfants. Mais la famille est reléguée à l'arrière de l'énorme avion à réaction, dans 2 rangées différentes. Nous avons été séparés d'Emily. Nous occupions 3 sièges adjacents dans la section centrale, mais elle était assise 2 rangées devant nous, dans la section droite, près de l'aile droite de l'avion. De son côté, Joan Cordery Bondoc rentre enfin chez elle après avoir fait un séjour en Asie. J'avais changé mon itinéraire 2 jours avant le vol pour revenir de Bangkok à Paris et attraper un vol direct vers Toronto. Tandis que les passagers montent à bord, l'équipage technique s'installe dans le poste de pilotage de l'Airbus A340. Le commandant de bord, Alain Rosé, a 57 ans et il vole pour Air France depuis plus de 20 ans. Son copilote, Frédéric Nault, est âgé de 43 ans. Do you want to start, or should I? Why don't you fly first and then I'll take over for landing in Toronto. I check the weather. Aujourd'hui, les 2 hommes ont décidé que le commandant Rosé exécuterait le décollage de Charles de Gaulle, tandis que le copilote Nault effectuerait l'atterrissage à Toronto. Destination Toronto Pearson. Les membres de l'équipage technique se partagent souvent les opérations aériennes afin de permettre aux copilotes d'acquérir de l'expérience. L'avion utilisé par Air France est l'un des plus sécuritaires de l'aviation commerciale. Depuis leur mise en service en 1993, les Airbus de la série A340 ont obtenu une excellente cote de sécurité. Air France 358. Air France 358, runway 27 left. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Air France 358. Have a good afternoon, gentlemen. Quelques minutes avant 14 heures, le vol 358 prend son envol au-dessus de Paris. Même si Toronto est à des milliers de kilomètres de Paris, les amis et les proches des passagers du vol 358 s'organisent déjà pour aller les accueillir à l'aéroport. Audrey, I won't forget. I'll make sure to pick up Mom and Dad. No, I won't forget the 2 brats either. Get them all. Comme notre fils Julien passait l'été à Toronto, il devait venir nous chercher à l'aéroport. Sis, I'll give you a call as soon as I get in. Don't worry. I got it covered. Okay? All right. Talk to you soon. Bye. Center, we have a humidex advisory and extreme heat alert for Toronto, as well as a thunderstorm warning in effect for Toronto. D'ordinaire, un vol de Paris à Toronto dure environ 8 heures. Tandis que le vol 358 d'Air France s'approche du Canada, rien ne permet d'appréhender une catastrophe.
C'était une journée magnifique. Le soleil brillait et on ne voyait rien d'autre qu'un ciel bleu et des nuages immaculés. Malgré la présence du commandant Rosé et du copilote No, le pilote automatique effectue la plupart des manœuvres. Conformément au plan des deux hommes, Rosé a cédé le contrôle de l'avion à son collègue. We have a new weather report. Ils reçoivent régulièrement des bulletins météo en provenance de Toronto. Overcast and rainy with a chance of thunderstorms. Temperature in the low 20s. L'aéroport international de Toronto est au cœur de l'orage. Les pistes sont balayées par la pluie et le vent et les éclairs déchirent le ciel. C'est pourquoi les autorités aéroportuaires ont déjà mis l'aéroport Pearson en état d'alerte. Cela signifie que les dangers présentés par la foudre sont tels que le personnel de piste n'est pas autorisé à procéder à l'entretien des avions. Dès son approche, le vol 358 d'Air France fait son entrée dans le circuit d'attente de l'aéroport. Il devra attendre la fin de l'orage. Air France 358, Roger on delay. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'm sorry to inform you that there'll be a short delay. There's some weather conditions above Toronto, and we're just going to give it a couple of minutes to clear up. L'Airbus est maintenant en procédure d'attente au nord-est de Toronto. Leur seule autre option serait d'atterrir à l'aéroport d'Ottawa à 300 km de distance. En ce moment, les réservoirs de l'avion contiennent environ 7500 kg d'essence, plus qu'il n'en faudrait pour voler jusque-là. Le détournement de près de 300 passagers vers Ottawa entraînerait des problèmes logistiques quasi insurmontables. Mais l'avion ne pourra pas tourner très longtemps autour de l'aéroport Pearson. Pour ne pas manquer d'essence, l'équipage devra rapidement prendre la direction d'Ottawa. Air France, Toronto arrival. Your hold is now canceled. You are cleared for a WASI 2 arrival. Maintain 5,000 feet. Air France 358, Roger on cancellation of hold. Cleared for WASI 2 arrival and maintain 5,000. Ce jour-là, le délai est de courte durée. Même si l'orage continue de gronder près de l'aéroport, l'Airbus reçoit son ordre d'atterrissage. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Just wanted to let you know we're beginning our descent into Toronto at this time. We should be on the ground at about 4 p.m. local time. Quand on nous dit qu'on atterrira dans 45 minutes, on sait que ça risque d'être dans 1 heure ou 1 heure et demie. Mais cette fois, l'attente a duré 20 minutes à peine. Au bout de 20 minutes, le pilote nous a dit « Nous allons descendre, préparez-vous à atterrir ». Le copilote Frédéric No est au gouverne tandis que l'avion descend vers le sol malgré la tempête. Air France 358, reducing speed to 190 knots. Mais No n'a aucune idée de ce qui l'attend, car la tempête réserve une mauvaise surprise à tous les occupants du vol 358. Flaps 2, Flaps 2. F-speed. gear down. Landing gear down. Spoilers armed. 4 green. Landing gear down, spoilers armed, 4 green. We'll be fine. Don't worry. It immediately Le ciel est soudainement devenu très sombre. Les nuages étaient noirs et il y avait de la turbulence. À l'extérieur, le temps était nettement orageux. thunderstorm. Mais en ce qui me concernait, ce n'était rien d'autre qu'un atterrissage sous la pluie. Bref, rien d'extraordinaire. Nothing out of the ordinary. Air France 358, slow your final approach speed. Air France Le copilote Frédéric No a mis l'avion en position. Il est prêt à atterrir. 58. Air France 358, Roger. Flaps to full. Flaps full.
Le ciel s'assombrissait de plus en plus. À chaque seconde, des éclairs traversaient le ciel. On était au beau milieu de centaines d'éclairs. Les gens devenaient nerveux, même très nerveux. J'étais nerveux, moi aussi. Deux autres avions viennent de se poser sur la piste maintenant réservée à l'atterrissage de l'Airbus. Air France 358, this is Toronto Tower. Toronto Tower, Air France 358, go ahead. You are cleared to land runway 24 left. Be advised, the preceding aircraft reports braking action is poor, and they estimate the surface winds near the runway as 290 degrees at 15 to 20 knots. Braking poor, 15 knots, gust to 20. Air France 358, thank you. L'Airbus est dirigé vers la piste 24 gauche, ce qui lui permettra d'atterrir contre le vent. Mais cette piste longe la plus importante autoroute de la ville, qui se prépare à affronter la dense circulation de l'heure de pointe. Malgré les vents imprévisibles et la piste détrempée, l'équipage se prépare à atterrir. Select auto brakes to medium. Medium is set. L'approche finale avant l'atterrissage a été infernale. Je sais que mon fils est devenu très nerveux, et je l'étais moi-même parce que notre fille Émilie était assise loin de nous. J'ai resserré ma ceinture de sécurité au maximum, car je m'attendais à une mauvaise expérience. L'avion allait se poser très brusquement sur la piste, où le pilote le ferait rebondir sur le sol, puis reprendre de l'altitude et survoler la piste une dernière fois. J'étais certaine que ce ne serait pas un atterrissage normal. Just a normal landing. Landing, autopilot, auto thrust off. À 16h02, le vol 358 d'Air France vrombit au-dessus de la piste. Put it down. Put it down. De mémoire, cet atterrissage demeure le plus intense et le plus rude de tous ceux que j'ai vécus. Ça a été un atterrissage très difficile. Ensuite, tout le monde s'est mis à applaudir et je me souviens qu'une femme assise à côté de moi a dit « C'était un atterrissage extraordinaire ». Elle avait à peine fini sa phrase quand la situation a tourné au désastre. L'avion s'est mis à avoir des soubresauts violents. On aurait dit qu'on roulait à 160 km à l'heure sur une route crevassée de nids de poules d'1 mètre de profondeur. On a tout de suite vu une espèce de rayonnement orange. Je n'oublierai jamais cette image. Ma fille était assise à quelques rangées devant nous, dans la section droite de l'avion. Elle a tourné la tête vers nous et nous a regardés, les yeux grands ouverts. Et tout son visage était entouré d'une espèce de halo, une auréole couleur de flamme. Puis, quelques instants après l'atterrissage, l'Airbus quitte la piste à une vitesse de 146 km/h. À ce moment-là, j'ai cru qu'on allait tous mourir. Qui aurait pu survivre à un tel accident? Je nous croyais perdus. Ensuite, j'ai entendu une communication radio. « Mesdames et messieurs, tout va bien, nous nous sommes arrêtés. » Tu parles. Bien sûr que l'avion s'était arrêté.
Mais je savais que ça n'allait pas si bien parce que je sentais l'odeur du carburant. Smell jet fuel. Tandis que l'odeur du carburant se répand dans la cabine, les passagers sont pris de panique. Tout le monde croyait que l'avion allait exploser. C'était évident. La fumée et les flammes envahissent rapidement l'avion et les passagers luttent désespérément pour survivre. Un Airbus d'Air France vient de sortir de piste à l'aéroport international de Toronto et près de 300 passagers tentent d'évacuer l'appareil en flammes. On a entendu crier au feu à l'arrière. À ce moment-là, tout le monde a paniqué. Ils disposent de quelques secondes pour sortir, sinon ils mourront tous. On sait que durant un incendie, l'air devient irrespirable en l'espace d'environ 2 minutes. La règle est d'essayer d'évacuer les gens en 90 secondes, ce qui leur laisse une certaine marge de sécurité. Les 297 passagers tentent désespérément de sortir. La seule chose qui m'importait, c'était de retrouver ma fille Emily assise à 2 rangées de la nôtre et de la couvrir de mon corps pour la protéger de l'explosion. J'ai voulu récupérer mon sac de voyage et mon ordinateur portatif. Puis je me suis dit, et si je mourais à cause de cet ordinateur? À ce moment-là, j'ai décidé de laisser tomber et de sortir. L'avion dispose de 8 sorties de secours, mais plusieurs secondes après l'écrasement, la plupart ne sont toujours pas ouvertes. Les gens grimpaient par-dessus les sièges. Ils se poussaient. Il n'y avait aucune entraide. Je voyais que l'agente de bord hésitait à ouvrir la porte, parce que l'incendie était localisé exactement à cet endroit. L'homme qui me précédait avait récupéré son sac de voyage qui le gênait, c'était évident. Il voulait l'emporter sur la glissière d'évacuation. Cet homme était assez corpulent et la glissière mal déployée n'atteignait pas le sol. Eddie Ho a trouvé une issue de secours, mais sans glissière d'évacuation. Les gens poussaient vers l'avant. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je me disais, non, je ne veux pas sauter. Nous sommes à 5 mètres du sol. Dans le poste de pilotage, le commandant Rosé est gravement blessé. Son siège a été littéralement arraché par la force de l'impact. De précieuses secondes se sont déjà écoulées. Enfin, une agente de bord parvient à dégager l'issue de secours proche des lacailles. Malgré la fumée et les flammes qui jaillissent du moteur en feu, les passagers sortent de l'avion. J'ai poussé les enfants dehors. Ma femme est descendue par la glissière et je l'ai suivie. Arrivés en bas, nous avons évité les bouts de métal tordus et enjambé le sol labouré par la carcasse de l'avion avant de courir à travers les broussailles. Quand un incendie éclate, l'intérieur d'un avion réagit à peu près comme celui d'une maison. Il contient des meubles, donc des mousses et des matériaux qui s'enflamment et produisent des gaz toxiques. C'est la cause principale des décès associés à un incendie. On n'avait pas le choix. Il fallait sauter. Alors j'ai fait une petite prière, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. La famille Lacaille gravit péniblement la colline que l'avion a dévalée en catastrophe. À ce moment-là, l'avion a explosé. Une fois, 2 fois, 3 fois.
On pouvait entendre et même sentir la force des explosions quand elles se sont produites. Durant la première explosion, je me suis retourné. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai littéralement vu des bagages et d'autres objets catapultés dans les airs. Et je me suis dit, on aurait pu subir le même sort. On avait une excellente vue de l'avion. Je voyais de la fumée noire sortir de l'appareil et des flammes jaunes, oranges et rouges s'en échapper. Notre groupe était sain et sauf, mais on savait tous que bien des passagers avaient dû rester coincés dans l'avion. Les passagers sont arrivés complètement trempés par la pluie. Leurs vêtements s'étaient couverts de boue durant l'escalade de la colline et plusieurs d'entre eux pleuraient en arrivant au sommet. Ils étaient bouleversés et se sont mis à la recherche d'autres passagers, des amis ou des proches qui étaient montés à bord en même temps qu'eux. About 35 minutes ago, a plane ran off the runway at Toronto's Pearson Airport. Les stations de télé locales diffusent rapidement des images de l'accident. La fille des Lacailles, Audrey, est troublée comme bien d'autres en voyant les débris de l'Airbus. Elle a allumé sa télé et l'avion écrasé d'Air France a surgi à l'écran. Il a littéralement brûlé et même explosé sous ses yeux. 250 people on board. We have not had any reason to make a statement yet as to whether anybody has survived or escaped. Le fils aîné des Lacailles, Julien, attend la famille à l'aéroport. Il ignore ce qui vient de se passer. What? What do you mean, where am I? I'm at the airport waiting for mom and dad. Like, you... What? Julien n'était au courant de rien. Il nous attendait tout bonnement à l'aéroport quand sa sœur l'a averti. Elle a dit « Tu risques d'attendre longtemps. Leur avion vient de s'écraser. » Une des autoroutes les plus achalandées de l'Amérique du Nord longe l'aéroport. Aux heures de pointe, elle est bondée de milliers de véhicules. Mais aujourd'hui, les conducteurs ralentissent volontairement, fascinés par la vue d'un avion en flammes. Hébétés et plutôt secoués, certains passagers se rendent jusqu'au bord de l'autoroute. Des automobilistes arrêtent leur voiture et les conduisent à l'aéroport. À ce moment-là, il y avait à peine 25 ou 30 personnes à l'aéroport. C'était impossible de ne pas se demander si nous étions les seuls survivants. Tandis que les survivants arrivent par petits groupes, les autorités s'efforcent de faire le compte des passagers et de l'équipage. Ils étaient complètement désorganisés. Les haut-parleurs ne diffusaient aucun communiqué et on ne voyait aucun signe visible d'organisation. Nous étions tous entassés dans un recoin, certains passagers étaient en colère et il fallait attendre son tour. Certaines personnes ont dit « L'accident d'avion, c'était la première catastrophe. La seconde, c'est la façon dont ils se sont occupés de nous. » Désespérées, les familles des passagers attendent des nouvelles de leurs proches. Julien Lacaille n'est pas le seul à craindre le pire. Pendant au moins 1h30, ils ont cru que nous étions tous morts, et c'est dommage. De notre côté, nous avons paniqué, et nous étions terrifiés, bien sûr. Mais nos familles ont eu peur bien plus longtemps. Durant tout ce temps, ils ont vraiment cru qu'ils ne nous reverraient jamais. Plusieurs heures après l'accident, les passagers attendus par des proches peuvent enfin les serrer dans leurs bras. Julian! Oh, you okay? Oh, you're okay. Quand on a retrouvé Julien, il était 23 heures. C'était... Nous avons eu tellement de chance. Nous avions de la chance d'être encore en vie. C'est difficile à expliquer, mais
On a eu l'impression d'obtenir une deuxième chance. Mon fils aîné était là, et je ne lui avais peut-être pas dit assez souvent que je l'aimais. Ce soir-là, à l'aéroport de Toronto, c'était le bon moment. Ça a été un très beau moment, très touchant. Leur réunion a lieu en même temps qu'une douzaine d'autres. La vérification aura duré plusieurs heures, mais en début de soirée, Air France et les autorités aéroportuaires locales diffusent une nouvelle incroyable. Tous les passagers et les membres d'équipage du vol 358 sont sortis vivants de l'avion en flammes. Le lendemain, il ne reste plus que de la fumée et des restes carbonisés sur le site de l'accident. L'Airbus A340 est un appareil sophistiqué à la fine pointe de la technologie et doté d'une cote de sécurité impressionnante. Que s'est-il donc passé? Le BST, le Bureau de la sécurité des transports du Canada, lance rapidement une enquête. Landing, autopilot, auto thrust off. Tout l'après-midi, l'aéroport a été aux prises avec des éclairs incessants et une pluie torrentielle. Le mauvais temps pourrait-il avoir provoqué le désastre? Put it down. Put it down. Ni le commandant ni le copilote n'ont parlé de l'accident en public. À cause des poursuites qui ont été déposées peu de temps après, la ligne aérienne Air France a interdit à ses employés de parler aux médias. Mais Hervé Labarthe, un ex-instructeur de vol d'Air France, a pu parler au commandant Rosé. Et il m'a dit, donc ça c'est le fait que je ressors de cette conversation, il m'a dit avoir demandé au contrôle, ou plus exactement, avoir informé le contrôle que là, il était vraiment tout près d'envisager de dégager. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le contrôle lui avait dit, lui avait répondu, on va ouvrir le terrain très vite. Deux avions s'étaient posés sur la piste 24 quelques minutes avant le vol 358. Et leur équipage technique avait informé le contrôle aérien des conditions d'atterrissage difficiles. Air France 358, Toronto Tower. Toronto Tower, Air France 358, go ahead. You are cleared to land runway 24 left. Be advised, preceding aircraft reports braking action is poor, and they estimate the surface winds near the runway as 290 degrees at 15 to 20 knots. Braking poor, 15 knots, gust to 20. Un vent de 20 nœuds est puissant, mais il n'excède pas les limites prescrites pour l'atterrissage d'un Airbus A340. Mais lorsque les enquêteurs du BST étudient les images radars de l'aéroport, ils découvrent une réalité bien différente. Au moment où le vol 358 atterrissait, une violente averse a traversé la piste du nord au sud, propulsée par une rafale d'environ 33 nœuds. Les deux pilotes d'Air France ont donc dû affronter des conditions atmosphériques bien plus mauvaises que celles qu'on leur avait annoncées. Landing, autopilot, auto thrust off. 33 nœuds, c'est la limite maximum de vent traversier spécifiée dans le cas du A340, et sur une piste sèche. Alors, quand on parle de 33 nœuds à 90 degrés, on empiète sur les limites de l'aéronef. Et en examinant les plans de l'aéroport, les enquêteurs font une autre découverte. Ce jour-là, des problèmes d'entretien et l'orage lui-même ont contraint les contrôleurs aériens à utiliser la piste 24 gauche pour plusieurs atterrissages. Or, c'est la piste la plus courte de l'aéroport. Aveuglés par la pluie et propulsés par des vents imprévus, dirigés vers la plus courte piste, les pilotes du vol 358 étaient en fort mauvaise posture. Depuis 4 heures en vol, ils savaient qu'il y avait des orages terribles, alerte rouge, etc. C'est ce qui, pour moi, pose le plus de problèmes parce que... Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce qu'il y avait un peu de laisser aller de la routine? Mais en tout cas, c'est clair qu'ils n'ont pas mesuré le danger. Il est évident que l'équipage technique n'a pas perçu de danger dans les informations qu'on lui communiquait. Il a donc tenté d'atterrir.
Un atterrissage dans ces conditions était certes risqué, mais parfaitement réalisable. Les enquêteurs ne comprennent toujours pas pourquoi l'avion a quitté la piste. Au mois d'août 2005, durant un violent orage, un Airbus d'Air France quitte inexplicablement la piste d'un aéroport de Toronto. Pour éclaircir le mystère, les enquêteurs étudient les archives de l'aviation commerciale. En 1999, un accident quasi identique a eu lieu à Little Rock, dans l'État de l'Arkansas. Sous la menace des éléments, l'équipage d'un avion à réaction d'American Airlines est parvenu à poser l'appareil, qui a dérapé hors de la piste quelques instants plus tard. 11 personnes sont mortes ce jour-là. Greg Feit faisait partie de l'équipe d'enquête. Je me suis immédiatement souvenu du premier écrasement. Dès qu'on a diffusé des informations à propos de l'accident d'Air France, j'ai trouvé qu'il ressemblait étrangement à celui d'American Airlines. Dans l'affaire de Little Rock, Greg Feit avait découvert qu'une erreur de l'équipage technique avait significativement augmenté les risques d'accident. Les pilotes n'avaient pas suivi la liste de vérification. Ils n'avaient pas armé les déporteurs sol, dont le rôle est de réduire l'effet de portance des ailes et de poser lourdement l'aéronef sur les roues principales afin de maximiser l'efficacité des freins. Les déporteurs sol ne sont qu'un des outils utilisés par les pilotes pour freiner leur énorme avion. Des inverseurs de poussée détournent la puissance des moteurs vers l'avant pendant l'atterrissage et des freins sophistiqués contribuent au ralentissement des réacteurs. Afin d'éliminer toute possibilité de défaillance mécanique, les enquêteurs vont vérifier les 3 systèmes de freinage de l'Airbus d'Air France. L'un d'eux a été détruit par l'incendie, mais les 2 autres sont toujours en état de fonctionnement. À Toronto, les enquêteurs découvrent aussi que les déporteurs sol ont été bien utilisés, contrairement à Little Rock. De plus, un examen des moteurs révèle que les inverseurs de poussée étaient déployés. Aucune erreur technique n'a été découverte. Mais avant la fin de l'enquête, un journal français publie une nouvelle fracassante. Le Figaro publie un article qui prétend que les inverseurs de poussée ont été mis en marche 12 secondes après que l'avion ait touché la piste. À ce propos, le commandant Rosé m'a donc confirmé ce fait. Et son explication était que son pilote était crispé et avait beaucoup de mal à contrôler l'avion en latéral à cause probablement des rafales de vent de travers et aussi parce que la piste était très glissante et que donc sa main était crispée sur les manettes des gaz. Ça empêchait aussi le commandant de le faire lui-même. Et les reverses ne sont pas sorties. Peu de temps après la diffusion de l'article, les enquêteurs publient leur rapport initial. Ils confirment la version des faits du Figaro. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada révèle en effet que même si les inverseurs de poussée ont été découverts en position de fonctionnement, ils n'avaient pas été déployés dès l'atterrissage de l'Airbus. Ils n'ont atteint leur pleine capacité qu'au bout de 17 secondes de délai. Le rapport a soulevé la question du délai. Il m'est impossible d'en connaître la cause, mais je sais que normalement, les pilotes déploient les inverseurs de poussée le plus rapidement possible pour obtenir un ralentissement maximal. Les enquêteurs révèlent d'autres faits troublants sur les dernières secondes du vol 358 d'Air France. Lorsque l'Airbus s'est approché de la piste, son altitude était 2 fois supérieure à la normale. Et lorsqu'il a touché le sol pour la première fois, il était déjà au milieu de la piste. En régime de tempête, l'avion n'avait tout simplement pas le temps de s'arrêter. Lorsqu'un pilote découvre que son avion atterrit à mi-piste, il doit prendre une décision. Il peut rester au sol et tenter de rétablir une mauvaise situation, ou il peut annuler l'atterrissage, remettre les moteurs, soulever l'avion et faire un cercle pour reprendre son approche et amorcer un second atterrissage. Mais les décisions sont prises conjointement dans un poste de pilotage, car le commandant de bord et son copilote forment une équipe. Si le commandant
voit que l'atterrissage va mal se terminer, il doit remettre les gaz. Il doit faire cette procédure d'atterrissage interrompue. C'est une obligation. Et bien entendu, si le copilote de lui-même le voit, c'est à lui de le faire en premier. Hein. Mais le commandant de bord a cette responsabilité d'intervenir pour ne pas laisser se dérouler un atterrissage trop long, ça c'est clair. Lorsque l'Airbus s'est approché du sol, il ne lui restait que 1500 mètres de piste. Et lorsqu'il s'est posé, de longues secondes se sont écoulées avant que les inverseurs de poussée ne se mettent en marche. Est-ce que l'action des réverses immédiates aurait fait une différence? Oui, bien entendu dans le cas général, puisque l'efficacité des réverses est à son maximum à grande vitesse, c'est-à-dire tout de suite à l'atterrissage. Et c'est tout l'intérêt des réverses, on peut résumer en parlant de freinage aérodynamique. L'autre problème, c'est que l'avion a touché des roues à mi-piste. Et que réverse ou pas, à mi-piste, c'était déjà trop tard, comme l'a souligné le directeur de l'enquête. Cela dit, s'il avait actionné malgré tout les réverses immédiatement, il serait sorti moins et moins vite. Durant une violente tempête, la marge d'erreur des pilotes est pratiquement inexistante. Au cours de cet après-midi orageux, des vents imprévus, un long atterrissage et une piste trop courte ont mis plus de 300 vies en danger à bord de l'Airbus A340. Et l'industrie de l'aviation est inquiète. Ce vol s'est peut-être bien terminé, mais les dépassements de piste surviennent avec une régularité alarmante aux 4 coins du globe. Et les consignes de sécurité qui pourraient y mettre fin ne sont pas encore en vigueur. Au mois d'août 2005, le vol 358 d'Air France a dérapé hors de la piste d'un aéroport de Toronto. Malgré la gravité de l'accident, aucune mort n'est à déplorer. Mais l'Airbus est loin d'être le seul à avoir quitté sa piste cette année-là. Ailleurs dans le monde, 37 autres avions ont suivi son exemple. Et les causes de tous ces accidents sont remarquablement similaires. Un certain nombre de facteurs accompagnent généralement les dépassements de piste. Entre autres, les conditions météorologiques et l'état de la surface de la piste. Elle est souvent mouillée, verglacée ou couverte de neige. Une vitesse supérieure à la vitesse d'approche normale et qui n'est pas réduite au moment de l'atterrissage est un autre facteur courant. Au moins un de ces facteurs joue un rôle dans la plupart des dépassements de piste. Certains dépassements de piste ont une issue fatale. À Chicago, un avion de Southwest Airlines a quitté la piste plusieurs mois après la tragédie d'Air France, tuant un enfant assis à bord d'une voiture qui roulait sur l'autoroute voisine de l'aéroport. Plusieurs aéroports d'un certain âge, et surtout ceux des grandes villes dont le développement progressif a empiété sur le territoire de l'aéroport, ne disposent pas d'espaces propices au dépassement de piste. Il ne faut pas oublier que la contamination d'une piste par la neige, la glace ou l'eau stagnante réduit automatiquement la capacité de freinage d'un avion. De plus, le vol d'Air France a subi l'effet d'un vent arrière très puissant. Un tel vent combiné à une piste contaminée peut facilement réduire la performance d'atterrissage. On parle d'une augmentation du facteur de risque de 50%. L'Organisation de l'aviation civile internationale préconise une zone de sécurité de 300 mètres au bout des pistes qui accueillent les vols internationaux. Mais les normes canadiennes sont moins strictes. Elles exigent une aire de dépassement de piste de 60 mètres et suggèrent l'inclusion de 90 mètres supplémentaires. La piste 24 gauche remplissait le minimum de ces exigences. Il y a eu un autre dépassement de piste à Toronto, sur une piste très semblable à la 24 gauche. En 1978, après avoir raté son décollage, un DC-9 d'Air Canada s'y est jeté dans un ravin. Well, the plane started to break, and then there was just nothing, and then we dropped over the edge. There was about a 50-foot drop, I guess, at the end of the runway. We just went over the top, and then there was a heck of a bang, and people and seats all over the place. En 1978, 2 personnes sont mortes dans l'accident du vol d'Air Canada.
Le rapport d'enquête du coroner recommandait le remblayage du ravin, mais ces recommandations n'ont pas été suivies. La pente était assez raide et la dénivellation était d'environ 15 mètres. Si vous prenez un gros appareil fragile et complexe comme un avion commercial et que vous le faites tomber d'une hauteur de 15 mètres, eh bien, il va se briser. Il existe une solution au problème des dépassements de piste, mais elle n'est pas appliquée à Toronto, ni dans la plupart des aéroports internationaux. Il s'agit de l'EMAS, le système d'arrêt d'aéronefs de sol meuble. On étale cette pierre ou ce gravier artificiel jusqu'à une certaine profondeur. Ceux qui ont déjà roulé en vélo dans une carrière de gravier savent qu'il s'arrête très rapidement et qu'il est à peu près impossible de pédaler hors du gravier. C'est le même principe pour les avions. Aux États-Unis, plusieurs aéroports utilisent le système, contrairement à la plupart des aéroports internationaux. C'est beaucoup plus efficace qu'un frein à friction. Quant aux inverseurs de poussée et aux déporteurs sol, il n'y a aucune comparaison. Mais tous ces systèmes d'arrêt, s'ils sont correctement utilisés, peuvent immobiliser un gros avion, quel que soit l'état de la piste, et sur une courte distance. Néanmoins, une directive de sécurité aérienne cruciale a été respectée durant l'écrasement du vol 358. Malgré la fumée et la progression de l'incendie, l'équipage de l'avion endommagé a fait sortir tous les passagers en l'espace de 90 secondes. C'est presque un miracle que tous ces gens aient pu évacuer l'avion aussi rapidement avant qu'il ne soit incinéré. Le vol d'Air France est digne de mention parce que tout le monde s'en est sorti relativement indemne. Des gens ont été blessés, oui, mais ils ont réussi à sortir de l'avion. Je crois que c'était une très bonne évacuation compte tenu des circonstances. Le commandant de bord, Alain Rosé, ne volera sans doute plus jamais pour Air France. Ses blessures ont exigé une physiothérapie intensive et au moment de l'accident, il était à moins de 3 ans de la retraite. Le commandant Rosé, il revivait tous les matins les flammes, le bruit, sa blessure, et il était très triste de terminer sa carrière comme ça en ayant cassé un avion. C'est affreux pour un pilote, affreux. Le copilote Frédéric Nault a écopé d'une suspension de 3 mois après l'accident, mais au début de l'an 2006, il est remonté dans le cockpit d'un avion d'Air France. Certains rapports déclarent qu'après avoir aidé le commandant Rosé à s'échapper, il a été la dernière personne à sortir de l'avion. Tout comme l'équipage, les passagers subissent encore les répercussions de l'écrasement. Pendant un certain temps, j'ai fait des cauchemars toutes les nuits et des images me revenaient durant la journée. Je ne pouvais pas dormir ni manger. Et je me posais toujours la même question. Pourquoi suis-je ici? Une telle vulnérabilité est terrifiante. Mais elle m'a appris à être fort. Ça m'a appris qu'il faut vraiment prendre les directives de sécurité et d'évacuation au sérieux. Elles peuvent nous être utiles à n'importe quel moment. Le vol était parfait, rien ne nous faisait croire qu'il se terminerait ainsi. Ces choses-là se passent en un clin d'œil. Je remercie le ciel d'être encore ici pour en parler. L'accident a eu des conséquences, bien sûr, certaines négatives, d'autres très positives. L'aspect négatif, ça a été de se dire « Seigneur, je vais mourir, c'est horrible ». Ensuite, j'ai fait des cauchemars, j'ai été traumatisé, et mes enfants aussi. Mais il ne faut pas oublier l'aspect positif. Je suis encore en vie. On m'a donné une deuxième chance. Ma femme, mes enfants et moi, nous avons tous ressenti le même effet positif après l'accident. Il faut donner aux autres. C'est une expérience très thérapeutique. Plus on donne aux autres, mieux on se sent. Je me dis que si j'ouvre mon cœur à mon prochain, j'en tirerai sûrement un bienfait, moi aussi.
À 10 km du sol, la fumée envahit un avion de passagers. Les systèmes électriques tombent en panne tandis que la fumée se propage. We're gonna need an emergency landing. Put your head on your lap. We're going to need 5 trucks. They're standing by for you. Un incident de vol banal menace maintenant la vie de tous les occupants du vol 797 de la ligne aérienne Air Canada. Mayday, mayday. Nous sommes en début de soirée, le 2 juin 1983, et l'équipage s'apprête à manger. Le commandant de bord, Donald Cameron, travaille pour Air Canada depuis 17 ans, et il a accumulé près de 5000 heures de vol à bord d'un DC-9. Ce qui ne veut pas dire qu'il mange automatiquement en premier. How's your seafood? Nice? Il ne pourra pas prendre son repas avant que son copilote, Claude Ouimet, ait avalé sa dernière bouchée. Good. Le réacté est à mi-chemin d'un vol le menant de Dallas au Texas à Toronto. Il survole une épaisse couverture nuageuse qui dissimule quelques averses peu abondantes, mais à son altitude de croisière de 11 000 mètres, la visibilité est excellente. Les sièges du DC-9 sont à moitié vides et les 41 passagers sont confortablement installés dans l'avion. Can I have some tea, please? À 24 ans, Diane Fadley est une membre active de la Fondation de diabète juvénile. Nous organisons régulièrement des activités de financement, en plus d'un congrès annuel important. Cette année-là, il devait avoir lieu à Toronto. Raymond Chalifou est un jeune marié de 23 ans. Il revient du premier voyage d'affaires de sa carrière. On était tous les deux un peu déboussolés, ma femme et moi. Je devais être absent 4 ou 5 jours, et c'était notre première séparation depuis le mariage. Alors je me sentais un peu anxieux. Une nouvelle vedette de la musique folk est assise près du cockpit. Il s'agit de Stan Rogers, un musicien de 33 ans dont la carrière commence à rayonner hors de son Canada natal. Les chansons les plus mémorables de Stan célèbrent la vie des gens ordinaires. Elles racontent l'histoire d'individus qui ont su agir au bon moment et qui sont devenus des héros. Il est presque 19 heures et le DC-9 a parcouru plus de la moitié du chemin entre Dallas et Toronto. What was that? It's right there, I see it. Right there. Yeah. 3 disjoncteurs ont sauté. Ils agissent comme des fusibles en éliminant les risques de surcharge des fragiles circuits électriques de l'appareil. Like a machine gun. Yeah. Zap, zap, zap. Les disjoncteurs sont reliés au moteur de la chasse d'eau des toilettes situées à l'arrière de l'avion. Le commandant Cameron décide d'attendre quelques minutes avant de les réenclencher. Someone must have pushed a rag down the toilet or something. Jammed it and it overheated. Le commandant de bord croit qu'un mécanisme de chasse d'eau bloqué ne constitue pas une urgence. Après tout, les toilettes des avions sont constamment bouchées. Les agentes de bord, Laura Kayama et Judy Davidson, servent les repas dans la cabine des passagers. Dans le poste de pilotage, le commandant Cameron attend lui-même son repas, mais il veut d'abord réenclencher les disjoncteurs. Sans eux, la chasse d'eau ne fonctionnera pas et les passagers risquent d'être incommodés. Pop says I push it. Il a déjà attendu plus de 8 minutes, mais les disjoncteurs des toilettes refusent de coopérer. À l'arrière du DC-9, un passager a cru sentir une étrange odeur. Yeah, that is a strange smell. Let me take a look. La Texane Connie Kirsch fait un voyage d'affaires à Toronto. I had
De mon siège, je sentais une odeur assez particulière. On aurait dit une odeur de fil surchauffé plutôt que simplement de la fumée. Une mince volute de fumée s'échappe des toilettes. La fumée et l'odeur âcre du plastique en feu surprennent Judy Davidson. Tout cela ne correspond pas à une cuvette bouchée. D'autres passagers perçoivent la fumée et l'odeur suffocante. Sergio, there's a problem in the washroom. Judy says there's a fire. Okay, I'll be right there. L'agent de bord en chef, Sergio Benetti, dirige le personnel de cabine. As a precaution, we're moving everyone a few rows up. La fumée est devenue toxique et suffocante. L'agent Benetti ne voit aucune flamme, mais il vaporise le contenu de l'extincteur dans la minuscule cabine en s'efforçant d'en couvrir toute la surface. En voyant l'extincteur, je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème. Mais le type semblait bien maîtriser la situation et j'ai songé qu'il ferait son travail et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il est maintenant 19h02, à peine 11 minutes après la défaillance des disjoncteurs. Laura Kayama annonce la nouvelle au commandant Cameron. Excuse me, Captain. There's a fire in the washroom in the back. They just went back to go put it out. You want me to go back? Yeah, go. Un incendie à bord d'un avion est l'un des pires cauchemars du personnel navigant. Le DC-9 vole à une altitude d'environ 10 000 mètres. À cette altitude, une simple étincelle peut provoquer une catastrophe en l'espace de quelques minutes. Mais le commandant Cameron n'a encore aucune raison de s'alarmer. Il ne faut pas oublier qu'en 1983, les passagers avaient encore le droit de fumer dans les avions. J'avais donc l'habitude de ce genre d'incident et ça ne m'inquiétait pas vraiment. Le copilote Claude Ouimet ne s'attendait pas à voir autant de fumée. I didn't see any flames when I opened the door before, but I sprayed it really good with the fire extinguisher. You think it was a cigarette in the garbage? No, not really. Okay. Can't get back there. Smoke's too heavy. I think we'd better go down. Mais l'agent de bord en chef ne partage pas les inquiétudes du copilote. You don't have to worry. I think the smoke's easing up. Le commandant Cameron ne sait plus quoi penser. Des éléments lâchent de temps en temps, mais ils ne sont pas tous assez importants pour provoquer un atterrissage d'urgence. Lorsque Benetti et Ouimet étaient à l'arrière de l'appareil, la fumée leur a semblé très épaisse, mais elle semble diminuer. Okay, it's starting to clear now. But I'll go back and check if that's okay. Yeah, that's okay. Take these goggles. I'll leave my mask on. Go back wherever you can, but don't get yourself incapacitated. No problem. No problem. S'il s'agit d'un moteur de chasse d'eau défectueux, le commandant Cameron pourra se rendre à Toronto. Mais si le problème est plus grave, il devra poser l'avion immédiatement avant qu'un incident banal se transforme en catastrophe mortelle. Le commandant de bord, Donald Cameron, attend une mise à jour de la situation à l'arrière de l'avion lorsqu'il découvre un nouveau problème. Le voyant d'alarme principal vient de s'allumer. Partout dans l'avion, des systèmes électriques tombent en panne et le poste de pilotage n'est pas épargné. L'avion a perdu la plupart de ses capteurs altimétriques et de ses contrôles automatiques de navigation. Je me suis retrouvé avec 3 instruments de contrôle moteur pour chaque moteur et 4 instruments de vol très primitifs. Je crois qu'on s'en servait à bord des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Le commandant de bord communique avec l'équipe de contrôle au sol la plus proche. Memphis Center, this is Air Canada 797. Air Canada 797, Indianapolis Center. Go ahead. Yeah, we've got an electrical problem here. We may be off communication shortly. Stand by. Le copilote Claude Ouimet est encore à l'arrière de l'appareil.
La poignée de la porte des toilettes est devenue très chaude. Ils n'osent même pas la tourner. Pour éviter les ravages d'un incendie à bord, les membres d'équipage n'ont plus le choix. Ils doivent atterrir le plus tôt possible. I don't like what's happening. I think we'd better go down. We're going to be making an emergency descent. Brief the cabin crew. Yes, sir. Ils n'ont pas de temps à perdre, car un autre voyant d'alarme vient de s'allumer. Le DC-9 a perdu une bonne partie de son alimentation de secours. Mayday, mayday, mayday. Un problème mineur est devenu une vraie catastrophe. Mayday, mayday, mayday. This is Louisville Control, over. Air Canada 797, we have a fire on board. We are going down. Can you possibly make Cincinnati? Roger that. Cincinnati est à 46 km de distance. Il ne pourrait pas aller plus loin. Le commandant Cameron amorce une première descente. Il veut se rendre à 1500 mètres d'altitude. Le personnel navigant peut encore compter sur le bloc d'alimentation de secours, mais la plupart des instruments de vol sont en panne. Et ce n'est pas tout. Le commandant Cameron découvre ensuite qu'un élément essentiel de l'avion fonctionne mal. Privé d'alimentation, l'empennage arrière du DC-9 s'est figé en position de croisière. Cameron devra en reprendre le contrôle partiel s'il veut atterrir. Mais sans cerveau-direction et privé de ses systèmes électriques, il devra le faire manuellement. Et il devra combattre une pression de 20 kg pour y arriver. L'avion était devenu très lourd. Et j'avais besoin de toute ma concentration pour le diriger. Une fumée âcre se faufile à l'avant du DC-9 et filtre à travers les joints du plafond. Elle flotte comme un nuage au-dessus des têtes des passagers. C'était une fumée incroyablement âcre qui irritait la gorge. Il fallait respirer à petits coups, sinon on risquait de suffoquer à tout moment. Je la voyais s'élever. Elle flottait parallèlement au compartiment à bagages et s'avançait vers nous. L'odeur nauséabonde du plastique brûlé est omniprésente. Mais la chute des masques à oxygène ne servirait qu'à empirer la situation. J'aurais pu libérer le mécanisme des masques à oxygène pour les distribuer aux passagers, mais c'est interdit. On peut seulement utiliser ces masques en cas de décompression massive de l'avion ou de perte de pression cabine, mais pas en situation d'incendie. Pomper de l'oxygène au milieu d'un incendie pourrait alimenter les flammes. J'avais peur et je pleurais, mais je n'étais pas hystérique. L'homme assis à côté de moi m'a expliqué que si je cessais de pleurer et m'efforçais de respirer plus lentement, j'économiserais de l'oxygène, ce qui rendrait service aux autres. Il m'a conseillé de ne pas m'inquiéter, en ajoutant que les agents de bord savaient quoi faire dans de telles situations. En 1983, les procédures d'utilisation normalisées ne prévoyaient pas qu'on explique le fonctionnement des sorties de secours aux passagers. Mais les deux agents de bord ne veulent prendre aucun risque. La fumée va bientôt envahir le poste de pilotage et le commandant de bord fait face à une situation de plus en plus critique. Pour la première fois, le copilote Claude Ouimet communique avec l'aéroport de Cincinnati. Approach, Air Canada 797. We're on Mayday. We're going down. Air Canada 797, Cincinnati approach. Planned runway 36, ILS. And the equipment has been alerted. Do you have time to give me the nature of the emergency? We have a fire in the washroom. We're filling up with smoke right now. Gregory Curham est le contrôleur d'approche. Sans son aide, l'équipage n'aurait aucune chance d'atterrir en douceur. Il est presque 19h13 lorsque le contrôleur repère enfin le DC-9 sur son radar. Air Canada 797, you are now fully identified. This will be a no-gyro radar approach for runway 27 left. Descend now to 3,500 feet. Your position is now 12 miles southeast of the airport. À cause de la panne de ses systèmes électriques, le DC-9 devra suivre les instructions de l'ATC, le contrôle de la circulation aérienne.
Gênés par l'épaisse fumée, les pilotes pourraient facilement dériver. Gregory Curran va donc guider leur descente. Dans la cabine, la fumée et la chaleur deviennent rapidement intolérables. J'étais sûr qu'on allait s'écraser. Comme je n'avais aucune pièce d'identité sur moi, je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille qui était dans le compartiment à bagages et j'ai mis ma veste pour qu'on puisse identifier mon corps. À ce moment-là, je me suis résignée. J'étais certaine que je m'en sortirais pas. Stan était certainement conscient de la fragilité de la vie. Il détestait voler, mais l'essor de sa carrière était tel qu'il devait le faire de plus en plus souvent. Il savait bien qu'en volant plus souvent, il s'exposait à davantage de risques. À travers la fumée envahissante, les pilotes aperçoivent enfin l'aéroport. Okay, we have the airport. The tower has you in sight. You're cleared to land. Moins d'une demi-heure s'est écoulée depuis que les 3 disjoncteurs des toilettes ont sauté. Un incident banal s'est rapidement transformé en catastrophe et une situation déjà intolérable va bientôt tourner au désastre. Vu du sol, le vol 797 d'Air Canada ressemble à tous les autres. Mais à l'intérieur de l'avion, 46 personnes luttent pour leur vie. Depuis de longues minutes, une épaisse fumée toxique envahit le DC-9. À l'avant, dans le poste de pilotage, le commandant de bord Donald Cameron ne peut pas se laisser distraire par la situation critique des passagers et doit faire atterrir l'avion le plus rapidement possible. You need not acknowledge further transmission from the Air Canada 797. You are cleared to land. You are 4 miles from the airport. Good luck. Malgré l'épais nuage de suie et de fumée, les agentes de bord Laura Kayama et Judy Davidson s'avancent à tâtons dans l'allée centrale, s'efforçant de rassurer les passagers. Mais elles ne peuvent pas dépasser la 12e rangée. La fumée et la chaleur y sont intolérables. J'ai passé tout ce temps à prier. Dieu, aidez-les à faire atterrir cet avion. S'il vous plaît, conduisez cet avion au sol sans incident. J'étais marié depuis moins d'1 an et je croyais que c'était déjà terminé. Alors j'ai économisé mon souffle au maximum, tout en songeant à ma femme. Le commandant de bord, Donald Cameron, doit manier des commandes récalcitrantes et il est à bout de force. Aveuglé par la fumée, l'équipage du vol 797 atterrit durement. Mais à 19h20, le DC-9 d'Air Canada est enfin sur la piste. Moins de 40 minutes se sont écoulées depuis qu'on a découvert une anomalie à bord de l'avion. Quand on a touché le sol, je me suis dit qu'on était sauvés. Il ne nous restait qu'à sortir de l'appareil. Mais la fumée devient de plus en plus dense et les passagers tentent désespérément de s'échapper. Je me suis levée et je me souviens avoir mis mes mains sur le dos de quelqu'un. J'avais l'impression d'être dans une file d'attente et je ne voulais pas perdre de temps. Je me suis donc tournée et j'ai changé de direction sans savoir que je me dirigeais vers l'avant de l'appareil. Sergio Benetti ouvre la première porte. Il aide des passagers haletants à sortir. La cabine est noire de fumée et la chaleur est étouffante. Dans le poste de pilotage, les pilotes coupent immédiatement les moteurs. Mais la fumée est si dense qu'ils ne peuvent pas sortir par la cabine. Ils devront trouver une autre sortie. Le copilote Claude Ouimet ouvre le hublot issu de secours. Mais les 2 hommes sont à 5 mètres du sol.
Les passagers sont parvenus à ouvrir 3 des issues de secours situées au-dessus de l'aile. Mais bien qu'elles soient dégagées, elles sont pratiquement invisibles. J'ai vu la lumière provenant d'une porte que quelqu'un avait ouverte. J'ai compris ce que c'était et j'ai couru jusque-là pour respirer un peu d'air frais. Les passagers qui ont réussi à trouver une issue glissent le long de l'aile et atteignent la terre ferme. Au sol, Laura Kayama et Judy Davidson éloignent rapidement les rescapés du DC-9. Des camions d'incendie l'entourent et les pompiers inondent l'oiseau de fer et le sol environnant de mousse extinctrice pour éviter que le carburant s'enflamme ou que l'avion explose. Par le hublot du poste de pilotage, Claude Ouimet aperçoit le commandant Cameron, encore assis, l'air hébété et penché sur le volant de commande. J'ai vu le visage de Don dans le hublot et je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment conscient. Je ne pouvais pas me lever de mon siège. Je soulevais mon derrière, mais j'étais repoussé par une espèce de force invisible. Il s'agissait probablement de la fumée et du feu. Prêt à tout pour sauver la vie du commandant, Ouimet ordonne aux pompiers de le couvrir de mousse extinctrice. Ils m'ont recouvert d'une mixture savonneuse et glaciale. Son plan fonctionne et Donald Cameron s'agite. À moitié conscient, il sort par le hublot du poste de pilotage. « 90 secondes après son atterrissage, l'intérieur de l'appareil s'embrase subitement. Les flammes traversent la cabine à la vitesse de l'éclair. Le commandant Cameron est le dernier rescapé. On savait qu'il y avait encore des gens dans l'avion. Malheureusement, on ne pouvait plus rien pour eux. Les flammes traversent la paroi supérieure du fuselage. On peut voir l'épaisse fumée noire à des kilomètres de distance. L'agente de bord, Laura Kayama, fait le décompte des passagers. Je n'oublierai jamais cet instant. Elle nous a demandé de nous mettre en rang pour pouvoir compter les survivants. S'il y avait des survivants, il y avait nécessairement des morts. En comptant l'équipage, le DC-9 d'Air Canada transportait 46 personnes, mais on est loin du nombre sur la piste de Cincinnati. Je m'étais imaginé que si le pilote arrivait à poser l'avion, nous serions tous sauvés. Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il manquait des gens. Les passagers rescapés de l'avion incendié ont respiré trop de fumée et subi de légères blessures, mais la plupart s'en sont bien tirés. En fait, tous ceux qui étaient sortis de l'avion n'ont pas eu de séquelles. Quelques-uns avaient une cheville foulée ou un bras cassé, mais rien de grave. Il y a ceux qui s'en sont tirés sans grand mal et ceux qui y sont restés. Le jeune homme du siège voisin qui m'avait aidé à faire des exercices respiratoires n'a pas survécu. J'ai trouvé ça très dur, parce que je ne suis pas sûre que sans lui, j'aurais survécu. Vers minuit, j'ai décidé de téléphoner au comptoir d'Air Canada. J'ai dit que je voulais savoir si un de mes amis était à bord de l'avion de Cincinnati. La préposée m'a demandé si j'étais un membre de la famille, et j'ai dit non, mais je suis un ami proche. Elle m'a ensuite demandé si sa femme était seule en ce moment. J'ai répondu oui, et elle m'a dit « Elle aura peut-être besoin d'appui cette nuit ». Stan Rogers, l'étoile montante de la musique folk, n'a pas réussi à sortir de l'avion. Cincinnati ground. This is captain of the Air Canada flight that's on fire here. Du véhicule de secours, le commandant Cameron appelle le contrôle sol de Cincinnati à la radio.
Son message est sombre. It seems there are 23 people left on board the aircraft. Is there a scheduled carrier runs into here that could maybe give aid and shelter to our stranded passengers? It's pretty cold out here. Une défaillance des systèmes électriques qui a d'abord semblé inoffensive a causé la mort de 23 personnes. Quelle est la cause de l'incendie mortel? Pourquoi un incident banal a-t-il si mal tourné? L'enquête va enfin dévoiler le passé troublant de l'avion. Car quelques années plus tôt, ce DC-9 avait déjà subi un grave accident. Au mois de juin 1983, l'étrange odeur décelée à l'arrière d'un DC-9 d'Air Canada devient rapidement une situation d'urgence. Pendant 15 minutes, les passagers et l'équipage luttent contre l'épaisse fumée toxique qui envahit peu à peu la cabine et le poste de pilotage. Le vol 797 parvient à atterrir sans dommage, mais l'avion s'embrase 90 secondes après s'être posé sur le sol. 23 passagers sont restés prisonniers des flammes. La carcasse calcinée du DC-9 est restée sur une piste de l'aéroport international de Cincinnati. Il y a des années que l'industrie de l'aviation n'a pas vécu d'accident aussi troublant. En l'espace de quelques heures, les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, arrivent sur les lieux. Leur première tâche est de récupérer les corps des morts, 21 Canadiens et 2 Américains. Certains sont tellement brûlés qu'ils sont méconnaissables. Presque toutes les victimes sont retrouvées dans la section avant de l'avion, entre les ailes et le poste de pilotage. Quelques-unes portent encore leur ceinture de sécurité, d'autres sont couchées dans l'allée centrale. Et même si tous les passagers avaient été éloignés de la section arrière au début de l'incident, on retrouve 2 corps au-delà des ailes. Les enquêteurs prélèvent des échantillons sanguins des cadavres. Ils y trouvent des concentrations mortelles de produits chimiques libérés durant l'incendie de l'avion. Nos études toxicologiques ont déterminé la présence de concentrations élevées de cyanure, de fluorure et de monoxyde de carbone dans le sang des victimes. On ignore si ces vapeurs toxiques ont causé la mort des passagers. On sait seulement qu'ils n'ont pas pu sortir de l'avion avant qu'il ne s'embrase. Cette odeur âcre m'a pris par surprise lorsque je suis monté à bord de l'avion. L'étendue des dommages était étrange, elle aussi. Une bonne partie du fuselage avait brûlé et à l'intérieur de la cabine, le feu avait détruit tout ce qui s'élevait au-dessus des dossiers des sièges. Les corps enlevés, les enquêteurs se mettent à fouiller les décombres à la recherche d'indices qui leur permettront d'identifier la cause du désastre. Des agents du FBI sont sur place. Ils ont examiné les débris afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un acte de terrorisme. Ils ont fini par déterminer qu'il n'y avait aucun signe d'activité criminelle et nous ont signalé qu'il s'agissait probablement d'une inflammation accidentelle. Puis ils sont repartis en laissant le NTSB reprendre l'enquête. Après avoir éliminé la possibilité d'un incendie criminel, les enquêteurs évaluent une autre cause probable, la cigarette. Lorsqu'on pouvait encore fumer à bord des avions, la plupart des incendies déclenchés dans les toilettes prenaient naissance dans la poubelle. Les enquêteurs examinent celle-ci et découvrent que son couvercle a été brûlé, mais que la chute à ordures et le conteneur encastré dans la paroi des toilettes sont demeurés intacts. À l'intérieur du contenant, ils découvrent des bouts de papier roussis, mais non calcinés. C'est la preuve irréfutable qu'un feu dans la poubelle n'est pas la source de l'incendie.
Après avoir écarté ces deux hypothèses, les enquêteurs passent les débris au peigne fin, espérant y découvrir la cause réelle du désastre. De son côté, Dick Hill enquête sur les antécédents du DC-9 et il découvre des faits surprenants. Au cours de l'année précédant l'accident, 76 travaux d'entretien différents avaient été exigés par divers équipages techniques. Les mécaniciens avaient réglé chaque problème rapidement, mais c'est une bien longue liste pour un seul appareil. Et la liste des défauts du DC-9 ne date pas d'hier. 4 ans auparavant, tout le cône de queue de l'avion s'est envolé. Et l'équipage a dû exécuter un atterrissage d'urgence. L'avion a été réparé et remis en service, mais Hill s'intéresse aux fils électriques qui ont dû être reliés après l'accident. Une mauvaise réparation aurait pu provoquer le dernier incendie. Certains des fils qui couraient là-dessous avaient été coupés, puis épicés ensemble. Les enquêteurs examinent toutes les épissures qui n'ont pas été détruites dans le brasier. Mais ils ne trouvent aucun signe de brûlure d'arc ou de court-circuitage. La piste se termine en cul-de-sac. Ils se concentrent ensuite sur l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et les 3 disjoncteurs défectueux. What was that? It's right there, I see it. Right there. Yeah. Like a machine gun. Yeah. Zap, zap, zap. Les disjoncteurs sautent par mesure de précaution. En cas d'échauffement excessif, ils doivent se déconnecter et couper le courant électrique alimentant le moteur de la chasse d'eau des toilettes. Cette mesure de sécurité doit empêcher ce moteur de déclencher un incendie. Pops as I push it. Les enquêteurs cherchent à savoir si les disjoncteurs ont sauté à cause d'un incendie ou si le problème provenait initialement du moteur. Les experts du NTSB construisent une réplique des toilettes et provoquent un grippage du moteur de la chasse d'eau afin de vérifier si un tel phénomène aurait pu provoquer l'incendie. La température du moteur grippé s'élève jusqu'à 428 degrés Celsius. Quoique respectable, cette chaleur ne suffirait pas à enflammer les éléments adjacents au moteur. L'incendie s'est donc déclenché ailleurs. Au terme de longues heures d'enquête et d'une série d'essais de fonctionnement, le NTSB est incapable d'indiquer la cause exacte de la catastrophe. Trop d'éléments de preuve ont été détruits dans le brasier. Même s'ils ne connaîtront jamais la source de l'incendie, les enquêteurs cherchent à comprendre comment il a pu causer autant de dommages. En dépit de la présence d'une épaisse fumée et d'une chaleur intense, personne n'avait vu la moindre flamme jusqu'à ce qu'une explosion déchire le fuselage de l'avion. Lorsqu'un feu est accompagné d'une combustion incomplète, la diminution de l'oxygène ambiant génère des gaz combustibles qui peuvent s'accumuler au sommet du fuselage de l'avion. Invisible, l'incendie s'est propagé dans les murs des toilettes tandis que la fumée, les gaz chauds et les émanations toxiques s'intensifiaient et se répandaient derrière les cloisons de la cabine des passagers. Cet espace a agi en quelque sorte comme une cheminée pour les gaz et la fumée générée par l'incendie. Et même si le feu était resté dissimulé derrière les panneaux des murs et du plafond, la fumée et les gaz chauds ont filtré à travers les joints du fuselage pour se concentrer dans la partie supérieure de la cabine et suffoquer les passagers. Lorsqu'on a ouvert les portes, le nouveau flux d'oxygène a brusquement alimenté l'incendie. Un feu d'une chaleur intense a besoin d'une bonne quantité d'oxygène pour prendre de l'ampleur. Ce jour-là, les gaz répandus dans la cabine se sont enflammés avec la puissance d'une bombe. Un embrasement instantané génère de la chaleur, des gaz toxiques, et il brûle tout l'oxygène de la cabine. L'environnement devient immédiatement fatal. L'enquête technique est terminée, mais le NTSB se pose encore des questions au sujet des réactions de l'équipage en situation de crise.
The first officer says it's starting to clear now, and at that point I reckoned that the fire was under control. Le personnel navigant aurait-il pu faire davantage pour prévenir la catastrophe aérienne du vol 797? En 1983, un incendie déclenché dans les toilettes d'un DC-9 d'Air Canada répand sa fumée dans toute la cabine. L'équipage parvient à atterrir, mais à peine 90 secondes plus tard, un embrasement instantané traverse l'avion et 23 passagers perdent la vie. There was a fireman hollering at us. I think the quote was, "She could blow at any minute." Les experts du NTSB n'ont pas pu découvrir la source de l'incendie, mais après avoir étudié les résultats de l'enquête, ils sont prêts à publier leur rapport. Le rapport est diffusé 1 an après la catastrophe. Éventuellement, il deviendra un jalon important de la sécurité aérienne. Mais dans l'immédiat, il génère plutôt des manchettes controversées. Le NTSB souligne que la source de la fumée n'a jamais été identifiée par les agents de bord ou le copilote et que le commandant de bord n'a jamais appris, pas plus qu'il ne l'a demandé, l'emplacement exact ni l'ampleur de l'incendie qu'on lui avait signalé. Yes, that's correct. And with that in mind, what type of fire did you believe that you had? The bin fire. Le rapport du NTSB et l'intérêt des médias secouent fortement le commandant Cameron et son équipage. Peu de temps après sa diffusion, les pilotes de l'industrie déclenchent un tollé général. Ils sont irrités par les critiques voilées adressées à l'équipage du DC-9 ainsi que par la suggestion que les pilotes auraient pu amorcer leur descente 5 minutes plus tôt. Plusieurs mois plus tard, l'ALPA, l'Association internationale des pilotes de ligne, soumet une pétition pour défendre le commandant Cameron et son équipage. Elle a un impact immédiat. Le NTSB diffuse un rapport révisé et y inclut la pétition des pilotes. Dans cette pétition, Claude Ouimet a glissé une défense passionnée de leur décision de faire atterrir l'avion au moment et à l'endroit choisi. Il ne s'agissait pas seulement de couvrir la distance les séparant de l'aéroport le plus proche, mais aussi d'atteindre la vitesse verticale de descente requise. L'avion avait réussi de justesse sa descente jusqu'à l'aéroport international de Cincinnati. Mais le rapport révisé du NTSB ne mâche pas ses mots et il n'épargne surtout pas le commandant de bord Donald Cameron. On peut y lire que le temps pris pour évaluer la nature de l'incendie et prendre la décision d'initier une descente d'urgence a contribué à la gravité de l'accident. 20 ans plus tard, Cameron n'a pas encore digéré la déclaration. Je suis content que les gens qui se sont échappés aient pu le faire. Je suis désolé que d'autres passagers y soient restés parce que nous n'avons pas ménagé notre temps ni nos efforts pour les conduire jusqu'à la terre ferme. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux. En plus de commentaires sur le comportement de l'équipage, le NTSB offre une série d'améliorations dans le domaine de la sécurité aérienne. Le rapport signale que si le DC-9 avait volé à pleine capacité, quelqu'un aurait pu remarquer l'odeur de la fumée plus tôt, mais aussi que les toilettes auraient dû être équipées d'un détecteur de fumée. En 1983, ces détecteurs n'étaient pas inclus dans les procédures d'utilisation normalisées, mais après cet accident, les lois ont changé. Même si le personnel de cabine avait profité d'un entraînement pratique qui devait lui permettre de lutter contre les incendies, il n'était pas suffisant. De plus, les agents de bord n'étaient manifestement pas équipés pour combattre les incendies. Sans masque à oxygène et contraints de retenir leur souffle, il leur était impossible d'étouffer un feu. Au cours des années qui ont suivi la catastrophe aérienne, les agents ont été dotés de l'équipement nécessaire et ont reçu un meilleur entraînement. Le personnel de cabine du vol 797 a pris des décisions opportunes qui ont contribué à sauver des vies.
Le déplacement des passagers vers l'avant de l'avion et la distribution de serviettes mouillées a minimisé les effets des vapeurs toxiques. La décision de leur expliquer le fonctionnement des issues d'aile ne faisait pas partie des procédures d'utilisation normalisées, mais elle a permis à certains survivants de sortir plus vite de l'avion. Il s'agit maintenant d'une procédure habituelle. Mais le nouvel entraînement du personnel navigant n'a pas été la seule conséquence de l'atterrissage forcé du vol 797. Depuis, la conception même des avions a changé afin d'augmenter les chances de survie des passagers lorsque des incidents se produisent. Quelques facteurs auraient pu réduire le nombre des morts. Des rails de lumière au sol et le long des compartiments à bagages, des bosses indiquant les rangées munies d'une issue de secours. Toutes ces caractéristiques sont maintenant réglementaires. En réaction directe à l'incendie du vol 797, on a établi des normes de contrôle plus rigoureuses pour les sièges et des normes d'émissions thermiques et de dégagement de fumée pour l'aménagement intérieur de la cabine. On a aussi réclamé l'installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les toilettes et d'extincteurs à halon dans la cabine. Mais les nouvelles normes arrivent trop tard pour les victimes du vol 797, dont le voisin de siège de Connie Kirsch. Des mois après l'incendie, sa veuve a rendu visite à la jeune femme. On lui avait dit que son mari était assis à côté de moi durant le vol, et elle voulait savoir comment il allait et quel était son état d'esprit avant l'accident. J'ai répondu qu'il était de très bonne humeur et très gentil, parce qu'il s'était occupé de moi et qu'il m'avait appris des exercices respiratoires. Cette rencontre m'a bouleversée. Pendant très longtemps, je me suis sentie coupable d'avoir survécu. Mais j'ai fini par surmonter ma culpabilité. Pourtant, quand je songe à ce terrible vol, je me souviens du moindre détail et j'ai l'impression d'y être encore. Stan Rogers est une des victimes du vol 797. Il n'a jamais pu profiter de l'essor de sa carrière de musicien, ni même jouir de la vie jusqu'au bout. J'aimais sa générosité et sa loyauté en amitié. Comme artiste, il était peut-être l'un des meilleurs chansonniers qu'on ait jamais connus au Canada. C'était un honneur et un véritable plaisir de travailler avec lui. Aujourd'hui, on diffuse encore sa musique et sa légende ne cesse de grandir. Quelque temps après l'accident, 2 employés d'Air Canada se sont présentés chez Diane Fadley à Dallas. Ils m'ont apporté ma Bible. Elle est noire parce qu'elle a été roussie et brûlée. Mais même si c'est une Bible à couverture souple, elle n'a pas été calcinée. Aujourd'hui, elle me rappelle que Dieu était avec moi. Je crois qu'il m'a protégée et qu'il était vraiment là, à mes côtés. Finalement, le commandant Cameron et son équipage ont reçu 6 prix distincts commémorant leur action héroïque, y compris une citation de l'aviation royale du Canada. Malgré tout, ils sont tous hantés par la catastrophe. Nous nous sentions responsables, c'est évident. Nous nous sentions coupables aussi. Nous étions prêts à rendre nos permis de vol. Nous avons vécu nos pires moments avant la fin de l'enquête. C'était un mystère pour nous aussi. Nous étions nous-mêmes des victimes. On n'aurait pas dû nous faire monter à bord d'un appareil en aussi mauvais état. L'équipage était piégé comme les passagers. Des situations comme celle-là, c'est à nous tous de les prévenir. On doit tous trouver des solutions. C'est dommage qu'on n'ait pas pu sauver tout le monde. Ça me tracasse encore.